Bonjour à tous, ici la chaîne Encyclopédie. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode est « Le pouvoir des habitudes, pourquoi nous faisons ce que nous faisons dans la vie et dans les affaires ». En comprenant ce que sont les habitudes, nous pouvons comprendre pourquoi nous faisons les choses que nous faisons chaque jour. Plus important encore, en comprenant en quoi consistent nos habitudes, nous pouvons nous améliorer. Quelle est l'importance des habitudes pour nous? Quelqu'un a dit un jour, la vie n'est que la somme d'innombrables habitudes. Vous pensez peut-être que ce que nous faisons chaque jour est contrôlé par notre propre raison, mais en fait, au moins 40% des comportements des gens chaque jour ne le sont pas résultat d'un examen attentif par le cerveau, mais est contrôlé inconsciemment par nos habitudes. L'auteur de ce livre est Charles Duhigg, un célèbre auteur américain à succès. Il a découvert que le pouvoir de l'habitude est partout et que si nous l'utilisons bien, cela peut affecter notre propre vie. Dans ce livre, il résume les résultats de recherches d'universités telles que Harvard et le MIT et explique les principes scientifiques de la formation des habitudes du point de vue de la science du cerveau et de la psychologie. Dans le même temps, il a également étudié les analyses de rentabilisation de nombreuses entreprises célèbres et nous a expliqué dans le livre que les bonnes habitudes peuvent non seulement aider les individus, mais aussi les groupes. Utiliser le pouvoir des bonnes habitudes peut aider une entreprise à réussir et même promouvoir le progrès de toute la société. Ce livre a également été fortement recommandé par de nombreux enseignants tels que Wu Bofan, Wan Weigang et Wu Jun dans leurs cours. Ensuite, le livre est divisé en 3 parties. Dans la première partie, nous examinons le fonctionnement des habitudes. Comment se forme une habitude? Dans la deuxième partie, nous nous concentrons sur les individus et voyons comment nous pouvons nous améliorer après avoir compris les principes des habitudes. Dans la troisième partie, nous zoomons sur le groupe et voyons comment utiliser le pouvoir des habitudes pour rendre un groupe de personnes meilleur. Première partie. Voyons d'abord comment se forme une habitude. Nous avons été cultivés avec diverses habitudes depuis que nous sommes jeunes. Les enseignants et les parents nous apprendront constamment à nous souvenir de ceci et de cela. Il semble que nous en ayons trop dit. Ce n'est que lorsque nous nous souvenons que nous pouvons développer des habitudes. En fait, il n'existe pas de lien aussi étroit entre la mémoire et les habitudes. Ce livre contient un cas particulier. Un vieil homme nommé Eugène a perdu sa capacité de mémoire parce qu'un virus a envahi son cerveau et détruit une partie de son tissu cérébral. Il peut se déplacer normalement, communiquer normalement avec les autres et se souvenir de certaines choses de sa jeunesse, mais il ne peut plus générer de nouveaux souvenirs. Il se retourne et oublie ce que les autres lui ont dit. Un scientifique qui étudie la mémoire a étudié Eugène, puis il a découvert un phénomène étrange, bien qu'il ait perdu la capacité de se souvenir, Eugène pouvait toujours s'appuyer sur ses habitudes pour vivre une vie normale. Par exemple, des scientifiques viennent chez Eugène pour faire des tests. Ils voulaient qu'Eugène dessine un plan de sa maison, mais Eugène ne se souvenait pas de l'emplacement de la cuisine et de la salle de bain. Cependant, à mi-chemin de l'épreuve, Eugène s'est levé et est allé aux toilettes très naturellement. Pour les gens normaux, ce n'est bien sûr rien. Mais une personne qui ne pouvait pas dessiner un plan de sa maison pouvait trouver rapidement les toilettes, ce qui a éveillé la curiosité des scientifiques. Vous pourriez penser qu'Eugène a peut-être conservé certains de ses souvenirs d'origine, de sorte que ses anciennes habitudes n'ont pas été perdues, mais les scientifiques ont découvert plus tard qu'Eugène, qui avait perdu sa capacité de mémoire, pouvait en fait développer de nouvelles habitudes. Juste après qu'Eugène soit tombé malade et ait perdu la mémoire, le médecin a rappelé à la femme d'Eugène de garder un œil sur Eugène. S'il se perd dehors, il ne retrouvera peut-être jamais le chemin du retour. Mais un jour, Eugène s'est quand même glissé hors de la maison et sa femme a cherché dehors mais n'a pas pu le trouver. Elle est rentrée à la maison en pleurant, pour trouver Eugène assis à la maison en train de regarder la télévision. Sa femme a demandé à Eugène où il était allé. Eugène ne s'en souvenait pas, mais il y avait un tas de pommes de pin sur la table. Il semblait qu'Eugène était allé se promener seul, avait ramassé des pommes de pin, puis était rentré seul chez lui. Quelques années plus tard, la vie d'Eugène atteint un étrange équilibre, il ne parvient toujours pas à produire de souvenirs, mais il a des habitudes de vie bien fixées. Même s'il ne se souvenait pas de l'emplacement de sa maison, il sortait se promener chaque matin et la trouvait avec précision. La plupart du temps, il regardait la télévision à la maison. La seule chose qui inquiète ma femme, ce sont les habitudes alimentaires d'Eugène. Même si sa femme remplissait le réfrigérateur de toutes sortes de fruits et de légumes, Eugène sortait toujours les œufs et le bacon. Ma femme espère qu'Eugène pourra manger plus sainement, mais à cause du problème de mémoire d'Eugène, peu importe combien sa femme le prévient, il l'oubliera lorsqu'il se retournera. Ma femme a essayé une nouvelle méthode, elle a sorti le bacon du réfrigérateur, puis a préparé une salade et l'a placée à côté de la chaise d'Eugène pour qu'Eugène puisse manger quelques légumes tout en regardant la télévision. Cette méthode est progressivement devenue une habitude et Eugène a vraiment arrêté de chercher de la nourriture dans la cuisine. Ses habitudes alimentaires se sont améliorées. L'histoire d'Eugène a choqué le scientifique qui a étudié les problèmes de mémoire. Il a déclaré « J'ai été fasciné par la mémoire toute ma vie. Puis j'ai rencontré Eugène et j'ai découvert que même si vous ne vous souvenez de rien, votre vie peut être riche. Même si vos souvenirs heureux ont disparu, le cerveau a toujours une incroyable capacité à trouver le bonheur.
Voyez-vous, l'histoire d'Eugène nous fait découvrir que la relation entre mémoire et habitude n'est pas forcément si étroite, même si, comme Eugène, il n'est plus possible de générer de nouveaux souvenirs, de nouvelles habitudes peuvent encore se former. Alors, comment les habitudes naissent-elles dans le cerveau? Les scientifiques utilisent des souris pour mener des recherches et souhaitent comprendre le mécanisme des habitudes cérébrales. Ils ont placé des rats dans un labyrinthe, leur ont demandé de chercher du chocolat dans le labyrinthe, puis ont observé l'activité cérébrale des rats. Alors que le rat se déplaçait dans le labyrinthe inconnu, son activité cérébrale était très active, traitant toutes les informations nouvellement reçues. Mais à mesure que les scientifiques continuaient à répéter cette expérience et que les souris parcouraient le même labyrinthe des centaines de fois, une série de changements ont commencé à apparaître. Le rat est devenu plus familier avec le labyrinthe et a couru à travers le labyrinthe de plus en plus vite, tandis qu'à l'intérieur du cerveau du rat, ses activités de réflexion devenaient de moins en moins nombreuses. Lorsque la souris ne connaît pas la route au début, son cerveau est extrêmement actif. Après plusieurs jours de marche répétée sur la même route, la souris n'a plus besoin de distinguer les odeurs ni de gratter le mur pour trouver son chemin, donc l'activité cérébrale liée aux rayures et l'odeur s'arrête. Au bout d'un certain temps, même les structures cérébrales liées à la mémoire ont cessé de bouger, les souris n'avaient pratiquement plus besoin de réfléchir pour se déplacer dans le labyrinthe. Il n'est alors pas nécessaire de mobiliser la mémoire, où est stockée l'habitude de la souris de parcourir le labyrinthe? Les scientifiques ont découvert que le cerveau ressemble beaucoup à un oignon. Sa structure est superposée couche par couche. La couche la plus externe est la dernière à évoluer et contrôle les pensées complexes. Au plus profond du cerveau, il y a une petite zone. Cette zone est appelée ganglion de la base, et cette zone stocke des comportements devenus des habitudes. À mesure que le rat parvient à mieux gérer le labyrinthe, son cerveau commence à faire de moins en moins de travail et les noyaux gris centraux commencent à prendre le relais du reste du cerveau en tant que zone de travail principale. Il en va de même chez les humains, les noyaux gris centraux gouvernent les habitudes et les stockent même lorsque le reste du cerveau est endormi. C'est pourquoi Eugène a perdu la fonction de mémoire, mais peut encore prendre de nouvelles habitudes. Parce qu'ils sont situés profondément dans le cerveau, les noyaux gris centraux sont apparus très tôt et ne sont pas aussi capables de traiter une pensée aussi complexe que les parties du cerveau qui ont évolué plus tard. Mais l'un des avantages des noyaux gris centraux est que lorsqu'ils contrôlent notre comportement, d'autres parties du cerveau peuvent être libérées pour mener à bien d'autres activités de réflexion. Habituellement, lorsque nous disons qu'une personne est négligente dans ses actions, nous disons que cette personne n'est pas intelligente dans ses paroles et ses actions. Mais voyez-vous, le cerveau veut vraiment que nous arrêtions de penser à certaines choses et que nous économisions un peu d'énergie mentale. Ce genre de choses que le cerveau peut encore faire normalement est une habitude. C'est pourquoi, si nous ne faisons pas de problème de mathématiques pendant 10 ans, nous ne savons plus utiliser ces formules trigonométriques, mais même si nous ne faisons pas de vélo pendant 10 ans, nous n'oublierons toujours pas comment rouler une bicyclette. Parce que les problèmes de mathématiques mobilisent notre mémoire et nos capacités de raisonnement, et que le vélo est devenu notre habitude grâce à la pratique et est stocké dans les noyaux gris centraux. Les habitudes sont comme le cerveau qui active le mode pilote automatique. Il peut effectuer une série d'actions fixes sans utiliser la puissance cérébrale ni même la mémoire. C'est une façon pour le cerveau d'économiser des efforts. Les scientifiques ont découvert que la formation des habitudes peut être divisée en 3 étapes. La première étape est un indice, tout comme une souris entrant dans un labyrinthe, l'indice peut permettre au cerveau d'activer le mode pilote automatique. La deuxième étape est appelée comportement habituel, qui consiste à trouver un ensemble d'itinéraires de pilote automatique. La troisième étape est la récompense, tout comme une souris trouvant le chocolat dans le labyrinthe. La récompense amènera le cerveau à stocker le parcours dans les noyaux gris centraux afin de pouvoir l'utiliser à l'avenir. Les indices, les comportements habituels et les récompenses sont les 3 éléments qui nous permettent de former des habitudes. Les indices déterminent quand commencer une habitude. Les comportements habituels déterminent ce que l'habitude peut faire. Les récompenses nous permettent d'approfondir l'impression d'une habitude et nous permettent d'être suffisamment motivés. Maintenir une habitude sur le long terme. Ces 3 éléments sont indispensables, s'il en manque un, l'habitude ne peut pas se former. De plus, les 3 peuvent également former une boucle fermée, qui est une boucle qui se renforce continuellement, que l'auteur appelle dans le livre une boucle d'habitude. La seconde partie. Maintenant que nous comprenons le principe des habitudes, voyons comment nous pouvons utiliser les 3 éléments de la boucle des habitudes pour mieux nous changer. Parlons d'abord de la façon de corriger les mauvaises habitudes. Dans le passé, nous pensions que pour corriger nos mauvaises habitudes, nous nous disions simplement de ne plus recommencer à l'avenir. Cependant, plus vous vous dites que vous devez arrêter une habitude, plus il est difficile de s'en débarrasser. Par exemple, laissez-moi vous dire maintenant que dans les 10 prochaines secondes, vous pouvez penser à n'importe quoi dans votre esprit, sauf que vous ne pouvez pas penser à un éléphant bleu. Cela vous sera extrêmement difficile, vous avez peut-être un éléphant bleu dans la tête, et plus vous essayez de vous en débarrasser, plus il restera. C'est la caractéristique de notre cerveau. On ne peut pas enlever une pensée. Notre cerveau déteste le vide, donc plus vous nous dites de ne pas y penser, plus il nous est facile d'y penser.
Il en va de même avec les habitudes, on pense toujours à arrêter une mauvaise habitude, tout comme on ne pense pas à l'éléphant bleu. Au lieu de cela, toute notre attention est concentrée sur cette mauvaise habitude. Au début, je ne pouvais pas penser à fumer, mais la seule chose à laquelle je pensais était « je veux arrêter de fumer ». Je veux arrêter de fumer. Au lieu de cela, je me suis rappelé que j'étais plutôt heureux quand je fumais, je ne pouvais pas au début, je pensais à manger des sucreries ou à boire du coca, mais tout ce à quoi je pensais était « je veux arrêter de fumer ». Je veux arrêter de fumer. C'était « je veux perdre du poids ». Je veux perdre du poids. Mais à la fin, cela m'a rappelé à quel point j'étais heureux quand je buvais du coca. Ainsi, plus vous voulez arrêter une habitude, plus vous vous concentrez sur la mauvaise habitude. Plus vous y consacrez d'attention, plus la tentation de la mauvaise habitude deviendra grande. Vous devez utiliser plus de volonté pour vous battre. Si votre volonté n'est pas si ferme, ou si vous avez de la volonté au début mais vous détendez un peu au milieu, tous vos efforts seront vains. Cela veut-il dire qu'il n'y a plus rien à faire? Pas vraiment. Pour en revenir à l'expérience précédente, ne pensez pas à l'éléphant bleu. Plus vous vous rappelez de ne pas y penser, plus il vous sera facile d'y penser. En fait, il existe un moyen de vraiment vous arrêter. En pensant à l'éléphant bleu. Cette méthode est, dites-vous, je vais imaginer une girafe rose. Plus l'image de la girafe est claire et détaillée dans votre esprit, moins vous avez de chances de vous souvenir de l'éléphant. Si vous le découvrez, débarrassez-vous de la mauvaise habitude. Si vous pensez à vous arrêter de la falaise, alors toute votre attention sera portée sur cette mauvaise habitude, et vous ne pourrez qu'utiliser plus de volonté pour la surmonter. Cependant, si nous pensons à substituer quelque chose, et à le remplacer par autre chose, nous pouvons contourner la barrière de la volonté. Par conséquent, changer de mauvaise habitude ne consiste pas seulement à freiner pour arrêter une action, comme on le pense toujours, mais plutôt à changer de voie. Ne pensez pas à mettre fin aux mauvaises habitudes, mais remplacez-les. Alors, comment changer nos habitudes? Le livre donne une suggestion. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les 3 éléments de la boucle d'habitude sont les indices, les comportements habituels et les récompenses. Pour changer une habitude, vous devez conserver les indices de l'ancienne boucle d'habitude, fournir les récompenses de l'ancienne boucle d'habitude, mais insérer une nouvelle routine. Si vous utilisez les mêmes signaux et offrez les mêmes récompenses, vous pouvez changer votre routine et vos habitudes. L'auteur s'est donné un exemple. Au cours du processus d'écriture de ce livre, l'auteur a développé une mauvaise habitude. Il allait au café à côté de l'entreprise tous les après-midi pour acheter des biscuits aux pépites de chocolat à manger, mais il a fini par ne pas terminer le livre. L'homme devenait de plus en plus gros et il a décidé de se débarrasser de cette habitude. Sa stratégie consiste à utiliser les mêmes indices et les mêmes récompenses, mais en remplaçant les comportements habituels au milieu. Sa première étape pour se changer a été d'identifier ses comportements habituels. Il a constaté que son comportement habituel consistait à se lever de son bureau chaque après-midi, à quitter l'entreprise et à se rendre au café, à acheter des cookies aux pépites de chocolat, puis à les manger tout en discutant avec ses collègues. Sa deuxième étape consiste à suivre ce comportement habituel et à comprendre les récompenses de son habitude. Quelle est la récompense de ce comportement? Est-ce que ce sont les cookies qui lui donnent de l'énergie? Est-ce un changement d'environnement pour l'aider à se détendre? Ou est-ce que cela le rend heureux d'avoir l'occasion de discuter avec ses collègues? À ce moment-là, il a découvert qu'il ne pouvait pas comprendre quelle était la récompense, alors il a décidé de passer quelques jours à faire une expérience sur lui-même. Au cours des jours suivants, il a commencé à essayer de changer un peu son comportement chaque jour pour voir comment il se sentait après avoir reçu différentes récompenses. Par exemple, le premier jour, au lieu d'aller au café, il se promenait dans le quartier puis retournait à son bureau sans rien manger. Le lendemain, il est allé au café, mais au lieu d'acheter des biscuits aux pépites de chocolat, il a acheté un beignet ou une barre chocolatée, puis est retourné à sa table pour le manger. Le troisième jour, je suis allé dans un café, j'ai acheté une pomme et je l'ai mangée en discutant avec mes amis. Le quatrième jour, je suis allé au café, mais je n'ai acheté qu'une tasse de café. Le cinquième jour, au lieu d'aller au café, je me suis rendu directement au bureau de mon collègue pour discuter quelques minutes, puis je suis retourné au travail. En fait, peu importe le comportement qu'il choisit pour remplacer l'achat de cookies, l'important est de tester diverses hypothèses pour voir quel type de récompense il espère obtenir pour son comportement habituel. Après une semaine de tests, il a constaté que la récompense qu'il espérait n'était pas une nourriture délicieuse, mais une promenade et une conversation avec des collègues. Il a simplement essayé de discuter avec ses collègues et de voir s'il se sentait plus détendu à son retour au travail. À ce moment-là, il confirma ses soupçons et découvrit que la véritable récompense de cette habitude était de discuter et de marcher. La troisième étape consiste à comprendre les implications de son habitude, c'est-à-dire dans quelles circonstances il souhaite sortir et acheter des cookies. L'auteur a passé encore 3 jours à enregistrer son comportement. Après chaque activité, il prenait un stylo et écrivait les réponses à 4 questions sur papier. Ces 4 questions sont: quelle heure est-il maintenant? Comment te sens-tu? Qui est là?
Qu'a-t-il fait avant d'avoir envie d'acheter des cookies? Pourquoi enregistrer ça? Parce que les scientifiques ont découvert que les signaux de la boucle d'habitude peuvent être divisés en 5 catégories: le lieu, l'heure, l'état émotionnel, les autres personnes et l'action précédente. Cette habitude de l'auteur a un emplacement très clair, qui est toujours au bureau. Ce qu'il voulait savoir, c'était laquelle des 4 autres variables était le signal qui avait déclenché cette habitude. Au cours de 3 jours d'enregistrement, l'auteur a découvert que l'indice le plus important de son habitude d'acheter des cookies est le temps. Dès qu'il est environ 3 heures de l'après-midi, il a envie de sortir prendre une collation. Cette fois-ci c'est le moment de prendre cette habitude. À ce stade, l'auteur a trouvé les 3 éléments de cette boucle d'habitude, ce qui implique qu'il est environ 3 heures de l'après-midi. À cette heure, le comportement habituel est d'aller au café pour acheter des biscuits au chocolat et manger le biscuit tout en discutant avec des collègues. La récompense n'est pas le goût ou l'énergie des biscuits, mais sortir se promener et discuter avec des amis, afin qu'il puisse profiter d'un petit temps libre dans son travail chargé. Ensuite, l'auteur a commencé à ajuster son comportement, à conserver les indices, à conserver les récompenses et à remplacer les comportements habituels. Il s'est fixé un nouveau plan. Il a réglé un réveil pour sa montre à 15h30 chaque après-midi. Est un son, se rappelle-t-il de trouver un collègue avec qui il entretient de bonnes relations et de se rendre à son bureau pour discuter pendant 10 minutes. Au début, il a dû se forcer à le faire, mais après l'avoir terminé, il s'est senti un peu plus accompli car il pouvait se sentir bien sans s'ajouter de calories supplémentaires. Après quelques semaines, cette routine s'est transformée en habitude. Plus tard, la montre de l'auteur a été perdue et il n'y avait pas de réveil pour le lui rappeler, mais il pouvait toujours se lever sans le savoir à 15h30 chaque après-midi pour discuter avec ses collègues. L'auteur utilise sa propre expérience personnelle pour nous dire qu'une fois que vous aurez compris le mécanisme derrière une habitude et trouvé un indice d'habitude, un comportement de routine et une récompense, vous aurez le pouvoir de transcender les habitudes. Vous pensez peut-être que manger ou ne pas manger de cookies n'est qu'une petite habitude après tout. Si je souhaite apporter de grands changements dans ma vie, ce modèle fonctionnera-t-il toujours? L'auteur donne un exemple dans le livre, celui de la Société des alcooliques anonymes aux États-Unis. Les alcooliques anonymes sont peut-être l'une des organisations les plus efficaces au monde pour aider les gens à changer leurs mauvaises habitudes. Plus de 2 millions de personnes y demandent de l'aide chaque année et jusqu'à 10 millions de personnes y ont réussi à renoncer à l'alcool. Les alcooliques anonymes proposent un programme de sobriété bien connu en 12 étapes. Cependant, cette méthode en 12 étapes pour arrêter de boire n'a été proposée par aucun psychologue, mais par un ancien combattant ayant participé à la Première Guerre mondiale. Pendant longtemps, certains scientifiques ont toujours estimé que ces 12 étapes étaient trop vagues, mais de nombreuses personnes ont réussi à arrêter de boire après avoir suivi ces 12 étapes. Plus tard, ces 12 étapes ont également été utilisées dans d'autres domaines pour aider les gens à arrêter de fumer, de jouer et de trop manger. C'est pourquoi des chercheurs de l'université Harvard, de l'université Yale et d'autres universités ont mené une étude spéciale pour découvrir les principes scientifiques de la méthode en 12 étapes pour se dégriser. Les chercheurs ont découvert que le succès des alcooliques anonymes réside dans leur capacité à aider les alcooliques à s'identifier et des récompenses dans leur habitude de boire, puis conservent les mêmes signaux, les mêmes récompenses, mais remplacent le comportement habituel de consommation d'alcool. Par exemple, de nombreuses personnes boivent de l'alcool parce qu'elles veulent échapper à la réalité et soulager leur anxiété, ou pour baisser leur garde et discuter avec d'autres inconnus dans un bar. La Société des alcooliques anonymes a mis en place un système de rassemblement et de camaraderie, affectant un conseiller à chaque personne en convalescence après l'alcoolisme, et organise également des réunions de groupe régulières. Si une personne veut parler à quelqu'un parce qu'elle se sent anxieuse face à la réalité, ou si elle veut simplement parler à quelqu'un parce qu'elle s'ennuie, elle peut toujours trouver quelqu'un, elle peut communiquer avec son conseiller, elle peut participer à des réunions de groupe et elle peut trouver toujours quelqu'un à qui parler et trouver du réconfort dans la compagnie. Vous voyez, les mêmes signaux, les mêmes récompenses, mais remplacer le comportement habituel de consommation d'alcool par des communications et des rassemblements réguliers est l'élément le plus critique pour changer la mauvaise habitude de l'alcoolisme. Si vous souhaitez développer une bonne habitude, vous devez toujours établir une boucle d'habitude. Dans le passé, nous parlions toujours de développer une bonne habitude. La méthode est très simple. Ce n'est rien de plus que de la persévérance et de la répétition. Plus vous le faites, plus cela deviendra une habitude. Nous avons entendu diverses théories. Certaines personnes disent que si vous insistez pendant 7 jours, vous pouvez développer une bonne habitude. Certaines personnes disent que si vous insistez pendant 21 jours, vous pouvez développer une bonne habitude. Certaines personnes disent que si vous y insistez pendant 90 jours, vous pouvez développer une bonne habitude. Bref, les habitudes semblent être de la persistance. Cependant, vous constaterez qu'il est souvent difficile de persister si vous comptez uniquement sur la volonté. Que vous développiez l'habitude de lire ou que vous développiez une habitude de faire de l'exercice, vous rencontrerez toujours des difficultés dans le processus de persévérance quotidienne, ce qui continuera à épuiser votre volonté et, par conséquent, ce processus deviendra une simple consommation de volonté. Notre volonté est épuisée, nous abandonnerons à mi-chemin.
Ce livre nous dit que la volonté peut accélérer le développement des habitudes, mais ce n'est pas une condition nécessaire pour développer des habitudes. Ce qui est vraiment important, ce sont les 3 éléments de la boucle des habitudes, les signaux, les comportements habituels et les récompenses. Cela fait partie intégrante de la formation d'une habitude. La 3e partie. Enfin, nous zoomerons sur le groupe et verrons comment utiliser le pouvoir des habitudes pour rendre les membres d'un groupe meilleurs. Si vous souhaitez améliorer un groupe, tel qu'une organisation ou une entreprise, vous devez d'abord suivre le principe des 3 éléments de la boucle d'habitude, trouver des signaux, des récompenses et des comportements de routine, puis vous assurer que les signaux restent inchangés. Les récompenses restent inchangées et le remplacement sort du comportement habituel. De plus, l'auteur vous rappelle également que si vous êtes un responsable d'organisation et que vous souhaitez changer un groupe de personnes, le plus important est de changer une habitude fondamentale, puis de laisser cette habitude devenir un levier, afin que vous puissiez changer davantage. Un exemple a été donné. Le cyclisme britannique s'est très bien comporté dans les compétitions internationales, il a remporté 7 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et a battu 7 records du monde. Comment ce résultat a-t-il été obtenu? En fait, cela vient de changements dans certaines petites habitudes de base. Par exemple, l'entraîneur-chef de l'équipe britannique demandera aux joueurs de se laver fréquemment les mains. Parce que les meilleurs athlètes du monde sont du même niveau, celui qui sera le plus performant aura plus de chances de remporter la médaille d'or. Ce qui affecte le plus la performance est en fait une maladie mineure comme un rhume. Par conséquent, une bonne habitude d'hygiène peut empêcher les membres de l'équipe de tomber malades et augmenter le taux de victoire. Le plus inattendu est que l'équipe britannique va peindre en blanc l'intérieur du camion-fourgon qui transporte les vélos. Pourquoi? Parce que si vous faites cela, si le vélo qui a été réglé avant la course est poussiéreux, vous pouvez le retrouver à temps et l'essuyer rapidement pour éviter certaines pièces qui affectent la rotation. Vous voyez, ce sont ces habitudes apparemment discrètes qui ont finalement conduit à leur victoire. En fait, nous avons une expérience personnelle de ces habitudes fondamentales. En mai, tout le monde travaillait à domicile. Lorsque nous travaillions à domicile, l'entreprise nous demandait d'organiser une réunion quotidienne pour chaque équipe. La chose la plus importante lors de la réunion n'est pas d'attribuer des tâches ou de rendre compte du travail, mais que chacun allume la caméra et montre son visage. Pourquoi est-il important de montrer son visage? Car lors des réunions à distance, chacun allume sa caméra, ce qui peut améliorer son efficacité au travail tout au long de la journée. Parce que cela obligera la personne concernée à modifier son apparence, par exemple, à enfiler des vêtements plus formels et à se coiffer. Ne sous-estimez pas ces modifications. Les recherches menées par les behavioristes organisationnels montrent que l'automodification peut améliorer l'évaluation de l'auto-efficacité d'une personne. En d'autres termes, cela signifie que les gens peuvent faire face aux défis et aux conflits avec plus de confiance et être plus confiants. L'habitude fondamentale d'avoir une réunion en personne chaque jour a vraiment amélioré l'efficacité du travail de chacun lorsqu'il travaille à domicile. Maintenant, résumons, au plus profond de notre cerveau, il existe une petite zone appelée noyaux gris centraux, qui stocke les comportements qui ont été transformés en habitudes. Les noyaux gris centraux sont apparus très tôt et ne sont pas aussi capables de traiter une pensée aussi complexe que les parties du cerveau qui ont évolué plus tard. Mais l'un des avantages des noyaux gris centraux est que lorsqu'ils contrôlent notre comportement, d'autres parties du cerveau peuvent être libérées pour mener à bien d'autres activités de réflexion. Par conséquent, la formation d'habitudes est le fait que le cerveau conditionne une série d'actions en mode pilote automatique. Les scientifiques ont découvert que la formation des habitudes se divise en 3 étapes. Les signaux, les routines et les récompenses sont les 3 éléments dans lesquels nous formons des habitudes. Les signaux déterminent quand commencer une habitude, le comportement habituel détermine ce que fait l'habitude et les récompenses approfondissent notre impression d'une habitude et nous donnent suffisamment de motivation pour maintenir une habitude pendant longtemps. La volonté peut accélérer le développement des habitudes, mais ce n'est pas une condition nécessaire pour développer une habitude. Si vous souhaitez développer une habitude, ce qui est vraiment important, ce sont les 3 éléments de la boucle d'habitude, les signaux, les comportements habituels et les récompenses. Pour corriger une mauvaise habitude, la meilleure stratégie n'est pas de freiner, mais de changer de voie. Vous devez conserver le même signal, conserver la même récompense, mais remplacer la routine entre les deux. Si vous souhaitez améliorer un groupe, comme une organisation ou une entreprise, vous devez d'abord suivre le principe des 3 éléments de la boucle d'habitude. De plus, l'auteur rappelle également que si vous êtes un responsable d'organisation et que vous souhaitez changer un groupe de personnes, le plus important est de changer une habitude fondamentale, puis de laisser cette habitude devenir un levier pour changer davantage. Enfin, l'auteur nous rappelle dans le livre qu'il ne faut pas sous-estimer un petit changement d'habitude et suggère de poursuivre les petites réussites dans la vie. Il a déclaré que de petits succès peuvent entraîner un changement transformateur, car ils transforment de petits avantages en un modèle qui laisse croire aux gens que de plus grandes victoires sont à venir. Pourquoi de petites variables peuvent-elles entraîner de grands changements? Le professeur Boffin a donné une merveilleuse explication. Quelqu'un a un jour proposé un phénomène appelé « effet Diderot ».
Diderot était un célèbre philosophe français, relativement pauvre, mais il connaissait de nombreuses célébrités. Un jour, un riche ami de Diderot lui offrit un pyjama en velours très beau. Lorsque Diderot l'enfila et se regarda dans le miroir, il se sentit très bien, mais lorsqu'il s'assit sur la chaise, elle lui parut moche. La chaise parut soudain très défraîchie. Il voulait juste remplacer cette chaise et la rendre digne de cette luxueuse chemise de nuit. Après avoir changé les chaises, il regarda à nouveau la table et trouva qu'elle était très moche et devait être remplacée. Lorsque les chaises et les tables ont été remplacées, il a trouvé que la maison était en très mauvais état et en mauvais état, il a donc dû la rénover. Le résultat final fut qu'il se rendit compte qu'il devait acheter une autre grande maison. À l'origine, l'effet Diderot avertissait les gens d'être satisfaits et de restreindre leurs désirs. Cependant, vous pouvez utiliser l'effet Diderot dans le bon sens et utiliser de petites variables pour tirer parti de grands changements. Lorsque vous aurez compris cela, revenons en arrière et regardons ces maximes familières, telles que celle de Lao Tse, les choses difficiles dans le monde doivent être faites avec facilité, les grandes choses dans le monde doivent être faites avec détail. Dans le passé, vous avez peut-être pensé qu'il s'agissait peut-être d'un avertissement, qu'il fallait toujours être vigilant pour éviter que, une digue située à des milliers de kilomètres ne soit détruite par un nid de fourmis. Mais en y regardant maintenant, vous sentirez que c'est un encouragement, peu importe la difficulté des choses, vous pouvez commencer simplement. Qu'il s'agisse d'un petit succès ou d'une petite variable, même s'il commence modestement, dans un système qui se répète et se renforce constamment, il peut susciter d'énormes changements. C'est le pouvoir de l'habitude. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.